Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du MacTerre Vidéo consacré aux missions intérieures. L'armée de terre est déployée à l'étranger, en opérations extérieures, mais pas seulement. Nos soldats sont également présents sur le territoire national, directement au profit de la population française. Que sont ces missions intérieures appelées MISSINT? C'est la question à laquelle nous allons répondre tout au long de ce magazine. Au sommaire, nous vous proposons de faire un état des lieux de toutes ces missions intérieures. Puis nous vous présenterons le plan Vigipirate, ou comment l'armée de terre contribue à la lutte contre le terrorisme. Nous verrons que l'armée de terre sait aussi faire face à l'urgence et porter secours aux Français lors de catastrophes naturelles. Enfin, nous reviendrons sur les inondations du Var de juin 2010, au travers du regard d'un équipage de Puma. Quatre morts, une quarantaine de blessés, dont 16 graves, dans un attentat au cœur de Paris. 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Une série d'attentats qui ont endeuillé la capitale espagnole. 3 explosions ont eu lieu. Des explosions dans la capitale britannique, explosions dans le métro. Ces 20 dernières années, les organisations terroristes se sont montrées capables de frapper au cœur de nos capitales. La sécurité du territoire national et des concitoyens devient l'objectif majeur de la décennie. Avec le dispositif Vigipirate, l'armée de terre joue un rôle fondamental dans la sécurité intérieure du pays. Chaque année, ce sont plus de 15 000 hommes qui assurent aux côtés des 2 autres armées et des forces de l'ordre une présence dissuasive sur de nombreux sites sensibles. Vigipirate est une des facettes de la lutte contre le terrorisme. D'autres actions plus spécifiques, telles que la lutte contre la cybercriminalité, le bioterrorisme ou encore la protection de sommets internationaux, emploient quotidiennement entre 200 et 900 hommes de l'armée de terre. Donc ce soir un bilan de 69 morts. Depuis 1999, les premiers effets du réchauffement climatique se sont traduits en France par de nombreuses catastrophes naturelles. Aumont en 2008, Klaus en 2009 et Xynthia en 2010. L'armée de terre joue un rôle important dans le secours et l'aide apportée aux populations. De manière permanente, des unités spécifiques de l'armée de terre telles que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sont engagées quotidiennement sur le territoire national. Vas-y, descends. Ponctuellement, l'armée de terre doit être en mesure de déployer 10 000 hommes en appui des services publics lors de catastrophes naturelles, sanitaires ou technologiques. Toutes ces actions relèvent des missions intérieures confiées à l'armée de terre qui assure au quotidien la protection des Français et du territoire national. Créé en 1978, suite à une vague d'attentats en Europe, le plan Vigipirate est un dispositif de sécurité destiné à prévenir des menaces et réagir face à des actions terroristes. Il est déclenché sur ordre du Premier ministre. Déployé pour la première fois en 1991, au moment de la guerre du Golfe, ce plan prend une toute autre dimension en 1995, lors des attentats du RER B à Paris. La menace terroriste est bien présente sur le territoire. Pour y répondre, une collaboration a été mise en place entre le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Chaque ministère dispose de sa propre chaîne de commandement et la connexion s'établit au niveau du Centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, sous la responsabilité du chef d'état-major des armées. Vigipirate se décline en 5 niveaux d'alerte, du niveau 0 au niveau 4. Depuis les attentats de Madrid en 2005, Vigipirate est passé au rouge. C'est dans ce contexte que chaque jour, 850 hommes de l'armée de terre sont engagés aux côtés des 2 autres armées et des forces de police pour veiller à la sécurité du territoire national et des concitoyens. Première destination touristique au monde, Paris fait l'objet d'une attention toute particulière. Avec plus de 240 sites sensibles répertoriés, la capitale est sous haute surveillance. Tout lieu à forte affluence peut être une cible potentielle. Protéger, prévenir, c'est dans ce cadre que les hommes de l'armée de terre sont déployés dans toutes les gares, métros, RER et monuments historiques, ainsi que dans les aéroports parisiens où chaque année transite un flux important de voyageurs. Vigipirate, c'est en moyenne à peu près 90 interventions journalières et c'est, à ma connaissance, 4 menaces majeures rendues inopérantes sur la plateforme
C'est 4 recensés, mais je pense que la présence a été dissuasive à bien d'autres égards. Nous retrouvons également l'armée de terre dans des grandes métropoles françaises, telles que Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, ainsi que sur certains sites sensibles, tels que le tunnel sous la Manche, ou encore la base de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à Lanvéoc. Les unités stationnées dans les dom-toms rentrent elles aussi dans le cadre du plan Vigipirate. En Guyane, l'armée de terre assure 2 missions opérationnelles permanentes. D'une part, la protection du lanceur Ariane, d'autre part, l'opération Harpie, qui a pour objectif la lutte contre l'orpaillage illégal. La menace ne se limite pas à des attentats, elle se trouve aussi sur nos écrans d'ordinateur. Les terroristes cherchent aujourd'hui à s'introduire dans le système informatique et mettre en péril les réseaux de la défense. Avec la Direction interarmée des réseaux et infrastructures et des systèmes d'information de la défense, la DIRESI, siège de la lutte contre les menaces virtuelles, l'armée de terre participe à la protection des réseaux informatiques de la défense contre toute cybercriminalité. Cette cyberdéfense, elle est mise exactement au même niveau que cette dissuasion nucléaire. On peut paralyser un État tout simplement avec des actions informatiques. L'État s'est réorganisé pour faire face à ces nouvelles menaces. Pour mener cette bataille, la DIRESI s'est dotée d'un centre d'analyse en lutte informatique défensive, le CALID. Lorsqu'une menace est détectée par le CALID, c'est le CPCO qui évalue sa gravité et décide des actions à mener. Moins visible encore, les attaques bactériologiques et chimiques peuvent causer des dégâts considérables. En 1995, à Tokyo, 12 morts et 5500 blessés lors d'une attaque au gaz sarin. En 2001, aux États-Unis, 5 morts et 14 blessés lors d'une attaque à l'anthrax. Dans ce domaine très spécifique qu'est le bioterrorisme, le 2e régiment de dragons NBC de Fontevraud dispose des moyens les plus performants en la matière. Capable d'identifier plus de 1500 produits chimiques toxiques, le 2e RD vient en appui de la sécurité civile, sur ordre du CPCO, pour la gestion et la décontamination des zones sinistrées. Ces hommes font également partie des 1500 militaires qui participent ponctuellement à la protection de sommets internationaux. Les capacités techniques et humaines de l'armée de terre contribuent à la création d'une bulle sécuritaire lors de ces événements qui se déroulent en France, comme le G8, le G20 ou encore le sommet France-Afrique. De par la variété de ses missions, l'armée de terre s'impose comme un acteur majeur de la sécurité de la nation. Protéger, sauver des vies et répondre à l'urgence sont les missions premières de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP, et des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les UISC. Ces 2 unités de l'armée de terre assurent en permanence la protection des personnes et des biens, tant dans la capitale que sur le territoire national. Rattachés au ministère de la Défense, les UISC sont directement employés par le ministère de l'Intérieur. Quant à la BSPP, elle est mise à la disposition du préfet de police de Paris. Avec une population de plus de 11 millions d'habitants, Paris et sa proche banlieue nécessitent que les secours soient omniprésents. Pour répondre à tout type d'incident et dans les meilleurs délais, les hommes de la BSPP sont répartis en 3 groupements d'incendie. Le premier groupement d'incendie couvre la partie nord-est de Paris et le département Seine-Saint-Denis. Le 2e groupement d'incendie couvre la partie sud-est de Paris et le département Val-de-Marne. Et enfin, le 3e groupement d'incendie couvre la partie ouest de Paris et le département des Hauts-de-Seine. Au total, ce sont plus de 7000 hommes de l'armée de terre qui occupent les 241 centres de secours de la BSPP. Chaque année, la BSPP effectue 500 000 interventions, soit une moyenne de 1400 par jour. Ces soldats du feu doivent s'adapter à toutes les missions, de l'accident de la route à l'effondrement d'un bâtiment, en passant par l'incendie d'habitation ou encore le sauvetage en milieu dangereux. Pour assurer la sauvegarde de la population et la protection des biens sur l'ensemble du territoire, l'armée de terre dispose d'unités spécifiques, les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les UISC. Elles viennent en appui des services de secours territoriaux lors d'incidents majeurs. Nous retrouvons ces unités sur 3 sites différents. L'UISC 1 à Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loire, l'UISC 5 à Corté en Haute-Corse
et l'USC 7 à Brignoles, dans le Var. Au total, ce sont près de 2000 hommes de l'armée de terre qui interviennent chaque jour aux côtés des sapeurs-pompiers civils dans la lutte contre les pollutions, les inondations et les risques technologiques, ainsi que le sauvetage des blêments en cas de séisme ou d'effondrement de bâtiments. Chaque été, dans le cadre du plan Héphaïstos, l'USC 7 est déployée dans le sud de la France et en Corse pour lutter contre les feux de forêt. À cette occasion, elle reçoit le soutien d'hommes de l'armée de terre. Cette mission permet chaque année de diminuer le nombre d'hectares de forêts brûlées. Pour répondre à l'urgence de manière ponctuelle, l'armée de terre est en mesure de déployer 10 000 hommes, capables d'intervenir en tout lieu et en tout temps, aux côtés des services publics. Le 12 septembre 1999, le pétrolier Erika sombre au large des côtes bretonnes. Le plan Polmar est déclenché, l'armée de terre est directement engagée dans la dépollution. Les 26 et 27 décembre 1999, 2 tempêtes successives frappent la France, causant d'énormes dégâts. Plus de 1500 militaires sont engagés dans la gestion et le déblaiement des zones sinistrées. Le 21 septembre 2001, l'usine AZF de Toulouse explose. L'UISC 1 de Nogent-le-Rotrou intervient dans la décontamination du site. Décembre 2005, La Réunion est touchée par le virus du chikungunya. Le 23 janvier 2006, l'état-major des armées dépêche des hommes de l'armée de terre pour lutter contre la prolifération de la maladie. Le 3 août 2008, la ville de Hautmont dans le nord est dévastée par une tornade. L'armée de terre répond à cette catastrophe en déployant des hommes et des moyens du génie. Le 24 janvier 2009, la tempête Klaus s'abat sur le sud-ouest de la France. Le bilan est lourd, 24 morts et 220 000 foyers privés d'électricité. Les pouvoirs publics font immédiatement appel à l'armée de terre, qui envoie 1000 hommes et 2 hélicoptères pour secourir la population. Le 28 février 2010, la tempête Xynthia frappe les côtes vendéennes. Des quartiers entiers sont détruits, inondés, on dénombre 59 morts. L'armée de terre est appelée en urgence, 150 militaires et 2 hélicoptères sont envoyés sur les lieux. Un détachement restera sur place jusqu'au mois d'avril pour le renforcement des digues. Le 15 juin 2010, le Var connaît des inondations sans précédent. 1500 personnes sont isolées. Face à l'ampleur des dégâts, 850 militaires sont engagés directement dans les secours. Le 15 au soir, un hélicoptère Puma de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre poursuit l'évacuation des sinistrés jusqu'au petit matin. Le Var est méconnaissable. Par endroits, c'est jusqu'à 2 mètres d'eau qui envahissent les rues. Des quartiers entiers sont isolés. Les routes sont impraticables, détruites, emportées par les flots. Le seul moyen d'évacuation reste la voie des airs. C'est plus de 12 hélicoptères qui sont engagés pour secourir la population. À la tombée de la nuit, seul le Puma de l'armée de terre est en mesure de poursuivre cette mission. Qui sont ces hommes qui, cette nuit-là, au péril de leur vie, ont porté assistance aux sinistrés? « 15 juin, 14 h. Les pluies diluviennes s'abattent sur le Var. 16h30. Un équipage de l'école de l'aviation légère de l'armée de terre est mis en alerte dans le cadre du plan Orsec. 18 h. Le plan Orsec est déclenché. 19 h.
Décollage, le temps est compté. 407, make 180. La radio annonce plus de 200 personnes en grande difficulté. On avait pour la mission, première mission, de décoller, de se porter dans la région de Draguignan, Trans-en-Provence plus exactement, pour effectuer des treuillages. Ça va nous faire arriver sur Trans, et on aura Trans en latéral droit, tu sais, on restera sur la crête, de manière à pouvoir montrer à droite ce qu'il veut. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on se connaît directement, on travaille ensemble, on a vécu beaucoup de vols ensemble, ça aide aussi en termes de travail en équipage pour que la mission soit réalisée de manière optimale. La météo est mauvaise, la visibilité quasi nulle. Il faut trouver un passage. Connaissant bien la région, on est passé par des endroits qu'on connaissait bien, donc des petits trous de souris. Le gros avantage, c'est qu'il faisait encore jour. Donc pour moi, c'était pour prendre en compte l'environnement, c'était intéressant, parce que j'ai pu voir que je ne pouvais pas faire de passage sous ligne. La tension monte. L'équipage découvre l'ampleur des dégâts. En bas, c'est le chaos. Nous n'avons pas de sapeurs-pompiers, nous n'avons pas de plongeurs affectés à la base. On a eu la chance d'arriver sur zone et de tomber sur un plongeur. Allez, j'ouvre la porte à droite. Beaucoup de personnes sont à secourir. Il faut absolument récupérer un plongeur. Moi, je voyais qu'à 20 mètres des personnes, il y avait 2 secouristes qui étaient là, qui n'arrivaient pas à traverser à cause du torrent, quoi. Donc j'ai dit, je vais descendre là. Une fois la brassière en bas, et tout de suite une personne, un sauveteur qui a pris la brassière. Et quand j'ai vu descendre ce treuil avec cette sangle, j'ai regardé mon pote et je dis écoute, j'y vais. De là, je l'ai remonté, je l'ai emmené en soute, on lui a mis un casque histoire de communiquer avec lui, savoir ce qu'il savait d'en bas et ce qu'il attendait de nous et ce qu'on attendait de lui, quoi. Et là, tout de suite, ça s'est enchaîné et on a été secourir les 2 personnes âgées. 20h30. L'arrivée du plongeur permet de commencer le premier sauvetage. 2 personnes sont prises au piège, épuisées, accrochées à un poteau depuis des heures. Si l'équipage n'intervient pas, c'est la noyade qui les attend. Les conditions sont extrêmes. Le pilote doit faire preuve de sang-froid, à l'écoute permanente du treuilliste. Le plongeur et le treuilliste ne se connaissent pas, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. La vie de 2 personnes est entre leurs mains. On a un lien qui s'est créé très fortement avec le treuilliste, parce que ça se passe entre lui et nous, le dialogue. La relation est exclusivement le regard. Voilà. Il s'est créé un lien particulier, effectivement, sans s'être parlé, juste dans le regard et dans les faits. Les missions s'enchaînent. Le dialogue est permanent entre les membres de l'équipage. Donc le treuilliste m'amène donc avec des ordres simples, à droite 10 mètres, arrêt pour la droite, en avant, en arrière, montée. Et à ce moment-là, une fois qu'il est vertical la personne, il me dit bonne position, bonne verticale. Pour moi, ça veut dire que je suis sur l'endroit où on va faire le treuillage. Donc à ce moment-là, je prends des repères. Nous devons nous communiquer sans se voir. Je suis les yeux en tant que treuilliste du pilote. On a treuillé entre les 2 lignes. Cet endroit-là, c'est un nœud de ligne grosse tension. Donc il y a un carrefour en fait, un carrefour de lignes électriques. Et donc c'était pour moi de conjuguer le vent, de conjuguer les dangers, donc les lignes électriques, et en plus donc, avec la pluie. Et aussi les nuages qui arrivaient, qui commençaient à prendre un petit peu les poteaux. Les premières évacuations, on les a fait 2 jours, vers 20h30, et on a continué toute la nuit, nous. Dans l'obscurité, l'arrivée du Puma est un espoir, une délivrance. Le 16 juin, à 10h30, après 14 heures de vol dans des conditions extrêmes, les équipages du Puma passent le relais aux autres armées. Cette nuit-là, 130 personnes ont été sauvées grâce à l'intervention de ces hommes de l'armée de terre. Tout au long de ce magazine, vous avez eu un aperçu de ce que sont les missions intérieures de l'armée de terre. Rendez-vous dans le prochain Macter vidéo consacré aux bases de défense, les BDD, ou comment l'armée de terre s'est intégrée dans la réorganisation du soutien.